Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Île-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Nous écouterons les invités d'honneur de la 4e édition de Poètes dans la Cité. Sylvie Candé et Nimrod nous feront part de leurs engagements. Vous découvrirez comment réinventer la ville et changer la perception de l'espace le temps d'une journée avec l'initiative Instant d'art. Nous soulignerons l'évolution de la danse hip-hop qui s'impose comme un art à part entière aujourd'hui. Petit tour d'horizon avec des compagnies du festival Optimum. Nous participerons à la promotion de la musique classique aux côtés des solistes de la Ville-Dieu. Ils fêtent cette saison leur 10e anniversaire. Vous écouterez Lise McComb, invitée d'honneur de la 4e édition du festival Gospel in Way. Le gospel pour cette diva, c'est toute sa vie. Vous marcherez sur les pas de Jean Reno et de Johnny Depp en visitant les souterrains de la ville d'art et d'histoire de Pontoise. Et pour finir, nous parlerons de nouvelles idées de sortie. On ouvre cette édition en Seine-Saint-Denis à l'espace culturel d'Anglemont, au Lilas, où dans le cadre du Printemps des Poètes, l'Observatoire de la diversité culturelle a proposé le 9 mars une soirée de lecture et de récital autour de la poésie africaine. Le débat portait sur la place du poète dans la cité, en invité Sylvie Candé et Nimrod. Retour en images avec Mathieu Canac de TVM Est Parisien. Poésie à l'honneur, vendredi 9 mars au Centre culturel d'Anglemont au Lilas, l'Observatoire de la diversité culturelle et poécité organisait conjointement la 4e édition de Poètes dans la Cité. Il s'agit de rendre compte de la manière dont le poète est garant à la fois de la diversité culturelle, de notre société, mais aussi de la subjectivité humaine qui fonde le vouloir vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous conduisons depuis 4 ans cette formule qui mêle à la fois l'entretien et la récitation de poèmes avec de la musique. Tout ce qui a part à la vie nourrit le divin territoire de la soif. Invités d'honneur, Sylvie Candé et Nimrod, deux auteurs d'origine africaine, sont revenus sur les moments fondateurs de leur parcours. Entre tradition orale et travail d'écriture, ils ont fait part de leur engagement et de la place du poète dans la cité. Je crois que c'est avant tout s'interroger sur ce que peut la poésie. Sur ce que peut la poésie en face des problèmes que le monde rencontre. C'est s'interroger sur ce que peut la beauté, sur ce que peut l'art en face de situations dramatiques que nous rencontrons et quel changement les mots, quelle emprise les mots peuvent avoir sur la réalité. Même si je n'interviens pas dans la cité en tant que comme pour déclamer mes poèmes, en tant que professeur ou bien en tant qu'invité dans les classes, et c'est souvent des classes périphériques, des classes de ZEP, alors là, il y a quelque chose de merveilleux de voir que ces jeunes qui courent derrière l'islam, qui courent derrière le rap, comme ça, que vous puissiez leur donner comme ça, leur tracer une petite histoire, et finalement, c'est ça ce qui leur manquait, que la poésie a une très très longue histoire et qu'ils peuvent la faire, qu'ils ne sont pas cantonnés au rap et au slam. Le Printemps des Poètes se poursuit en mars. Des ateliers d'écriture, du slam et des rencontres sont proposés à Pantin, Montreuil et Noisy-le-Sec. On continue en Essonne avec le défi de 3 étudiants de l'université d'Évry, celui de réinventer la ville le temps d'un instant d'art. Le 13 mars dernier, Amélie Tessier, Manon Bouillet et Fabien Thomas ont changé la perception de l'espace urbain le temps d'une journée. Les images seront diffusées le 22 mars à 19h à l'université d'Évry et ouvrira sur une conférence débat sur les relations entre art et espace public. Retour sur cette initiative avec Martine Guégan de Téléson. Entre étonnement, agacement et curiosité, les usagers de la gare d'Évry-Courcouronnes ont eu une drôle de surprise cette semaine. Vous n'avez pas l'impression qu'on entend des drôles de bruit aujourd'hui dans cette gare? Non, j'entends rien là. Là, je viens d'arriver, j'entends rien. Rien du tout. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? Comme d'habitude, il n'y a rien qui a changé. Ça rend gai, c'est quand même des bruits d'oiseaux, de la nature, et c'est bien, c'est très bien. Non, c'est gênant. C'est un projet baptisé Instant d'art.
mise en place par 3 étudiants de l'université d'Evry et soutenue par l'association Créazac. Leur objectif, créer la surprise à l'aide de performances artistiques dans des lieux fréquentés d'Evry sur une journée. Ainsi, dès le matin, la gare d'Evry-Courcouronnes est devenue volière imaginaire grâce aux installations sonores de Michel Berthier. La compagnie de danse contemporaine Accord Perdu a créé la surprise ce midi au restaurant universitaire. Autre temps fort, le flash mob sur le parvis de l'université et une performance slam en fin d'après-midi sur la place des Terrasses. L'idée, c'est de quelle manière une performance artistique peut changer ou faire changer dans la tête des gens un lieu qu'ils fréquentent tous les jours. Que ce soit une gare SNCF, que ce soit un restaurant universitaire comme ici, que ce soit une place publique sur laquelle ils passent tous les jours sans forcément se rendre compte qu'il y a des choses, des œuvres d'art qui sont présentes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de quelle manière l'art peut faire modifier un lieu et faire modifier du coup la vision que les gens ont de ce lieu dans leur quotidien. J'ai vu des gens s'arrêter spontanément ce matin, regarder en l'air, prendre leur café à l'extérieur au lieu de le prendre dans le petit café à côté pour écouter. Ça dépend des gens, chacun se fabrique un peu son parcours. Il y a des gens qui vont passer complètement à côté, et je comprends d'ailleurs. Et puis il y a des gens qui vont s'arrêter. Le tout filmé par le collectif BKE, dont le travail sera projeté le jeudi 22 mars en clôture, afin de continuer à susciter interrogations et réflexions sur la place de l'art dans notre quotidien. Et pourquoi pas imaginer d'autres performances de ce type dans les mois à venir, avec le nouveau projet de ces étudiants baptisé d'ores et déjà Instant d'Art 2.0. C'est en Seine-et-Marne que nous avons rendez-vous avec les cultures urbaines jusqu'au 25 mars. Tout au long du mois, plusieurs compagnies de danse hip-hop se produisent un peu partout dans le département, dans le cadre du festival Optimum. Une occasion de souligner l'évolution de cette discipline qui s'impose comme un art à part entière. Petit tour d'horizon avec Cécile Claveau de Canal Coquelicot 77. Une compagnie de hip-hop sur scène dans un théâtre. Une chose que personne n'aurait pu imaginer il y a une vingtaine d'années. Lorsque le hip-hop arrive en France dans les années 1980, il est avant tout pratiqué dans la rue par un petit cercle d'initiés. Aujourd'hui, il a gagné en notoriété. Les salles de spectacle lui ont ouvert leurs portes et permettent à des compagnies de se produire, comme ici la compagnie Melting Pot avec Farid Berki à Lagny-sur-Marne. Les danseurs du collectif Fasté, plus connus pour leur participation au battle de danse, ont eux aussi goûté à la création. Et là, il a fallu faire un petit effort pour s'adapter. Ça veut dire que par exemple, moi qui suis un danseur de break, donc tout ce qui est au sol, etc., je vais pas m'amuser à faire des figures ou même des choses très compliquées ou qui seront vraiment comprises par les personnes qui sont fans de cette culture. Je vais essayer de simplifier au maximum pour que les gens comprennent mon mouvement. Même son de cloche chez le collectif Fantastique Armada. C'est vrai qu'après, si on passe de la danse classique à une danse où on voit que des acrobaties, des choses voilà, qui sont différentes, c'est pas évident. Donc il faut aller progressivement. Mais le changement, ce n'est pas seulement les pas. En entrant dans les théâtres et les festivals, le hip-hop prend peu à peu une autre dimension. Pour la compagnie État d'âme, qui a travaillé 6 ans au théâtre de Chelles, les créations hip-hop font désormais appel à toutes les compétences artistiques. Sur un théâtre, on ne travaille pas de la danse de la même manière, il y a une thématique, il y a un sujet à développer, il y a une création lumière, il y a une création costume, il y a tout un concept en fait à mettre en place pour que le spectacle puisse être justifié, pour que le spectacle puisse prendre vraiment corps dans un théâtre. Donc on n'est pas axé que sur la performance, on n'est pas axé que sur le visuel, on est vraiment axé sur l'interprétation. Une création à l'honneur ce samedi, puisque la compagnie État d'âme se produit au théâtre de Chelles dans le cadre du festival Optimum.
Direction les Yvelines à l'auditorium de l'école de musique de Trappes pour fêter les 10 ans des solistes de la Ville-Dieu, dont le dernier concert de la saison sera le 12 mai. Ces concertistes professionnels ont été sollicités par l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin en Yvelines pour rendre accessible à tous l'émotion musicale. Faire entrer la musique classique dans les quartiers, ça fonctionne. État des lieux avec Catherine Zulato de TV-Fil 78. Un bien beau projet pédagogique né à Trappes il y a quelques années, faire entrer la musique classique dans les quartiers. Les solistes de la Ville-Dieu ont maintenant 10 ans, un anniversaire célébré évidemment en musique à l'auditorium du Conservatoire municipal. À l'origine du projet, Marianne Piketty et Hervé Farge. Le public, il y en a de moins en moins à Paris. Salle Playel, c'est un peu guindé, ça se vide. Et on s'est dit, on va développer de la musique classique et un nouveau public dans les cités. Et ça marche. Alors c'est très très long, il ne faut pas être naïf, hein, c'est très très long. Petit à petit, ça commence à se savoir. C'est un enrichissement pour chacun d'entre nous, artistes. Et après, on a eu, ce qui est merveilleux, c'est quand on touche des enfants et puis que les enfants prennent par leurs mains leurs parents et les poussent à entrer dans la salle de concert avec eux. Et que les parents maintenant sont là au premier rang avec leurs enfants et que les familles viennent le samedi. Et pour rendre l'expérience encore plus enrichissante, des solistes de haut niveau sont venus compléter cet orchestre de musique de chambre. Parmi eux, Emmanuel Bertrand, la violoncelliste vient de recevoir le Diapason d'or de France Musique, l'équivalent des Césars pour le cinéma. On reçoit tellement que ça nous nourrit aussi, ça nous porte. Et c'est vrai que ces concerts ont une atmosphère assez particulière. On s'adresse à un public qui n'a pas, à l'origine, forcément beaucoup d'habitude du concert. En tout cas, on a cette chance qu'il soit très mixte, très mélangé. Et là, il faut être d'une sincérité et d'une générosité totale pour que ça passe. Et c'est un très bon baromètre pour nous, et puis c'est un enjeu aussi, et surtout c'est un plaisir parce qu'il se passe toujours des choses extraordinaires. Outre les solistes de la Ville-Dieu, l'APMSQ mène également d'autres projets. Tous les ans, un opéra est chanté sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, regroupant entre 200 et 400 enfants. Il y a aussi les concerts pédagogiques où les chefs d'orchestre présentent leurs œuvres. En 2011, 1800 enfants y ont participé, et les idées ne s'arrêtent pas là. L'année prochaine, on va monter un master-concert pour des musiciens qui travaillent dans les conservatoires, musiciens amateurs. Enfin, on a des très grands projets. J'ai jamais caché que moi, mon rêve final, c'est que Trappes en particulier et Saint-Quentin en général deviennent un lieu pilote pour la musique classique. Hervé Farge a fait son bilan comptable. En 10 ans, 15 000 spectateurs sont venus écouter un concert de musique classique et 2500 enfants ont participé au projet Opéra. Dernier concert de la saison pour les solistes de la Ville-Dieu le 12 mai. Petit tour dans les Hauts-de-Seine au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison où se déroule la 4e édition du festival Gospel and Rueil jusqu'au 25 mars. Plusieurs groupes de renom embraseront la scène dont l'artiste afro-américaine Liz McComb. Cette diva du gospel sera en concert le 23 mars à 20h30. Plus de 30 ans de carrière, écoutez plutôt sa voix, c'est un reportage de Corinne Fallin de Rueil TV. La musique, c'est toute sa vie. Liz McComb a chanté avec des légendes telles que Ray Charles ou James Brown. Vendredi 23, la diva du gospel sera sous les projecteurs du théâtre André Malraux. Cri de révolte des esclaves, le gospel est né au début du XXe siècle dans les champs du Mississippi. Originaire de cet état, Liz McComb a été très marquée par l'histoire de la communauté afro-américaine et sa lutte pour les droits civiques. Mais cette musique, Liz la joue avant tout pour sa beauté. Je joue la musique des spirituals parce qu'elle est belle. L'esclavage a existé. Je ne peux pas vous en parler. Je ne peux pas m'asseoir ici et me plaindre ou pleurer parce que je pense que maintenant, nous bougeons. Nous sommes en train d'avancer sur le chemin d'une vie meilleure. Et pour cette artiste afro-américaine, ce changement vers une société plus juste a notamment été marqué par l'élection du président Barack Obama. Je pense que le fait que les États-Unis aient un président noir en dit beaucoup sur l'Amérique. Nous avons fait beaucoup de progrès, même s'il y a encore beaucoup de problèmes. Mais il y a beaucoup de bonnes choses ici. Imprégnée des grandes voix du gospel depuis son plus jeune âge, Liz McComb chante depuis ses 3 ans. Et quand elle chante, je suis au paradis. Je suis au paradis. C'est quelque chose de très spirituel.
C'est vraiment très difficile à expliquer. C'est une expérience. Surnommée la passionnariat du gospel, Lise McComb, qui a plus de 30 ans de carrière derrière elle, sera cette année l'invitée de marque du festival Gospel & Rueil. Visite originale dans le Val d'Oise, celle des souterrains de Pontoise. Cette ville d'art et d'histoire compte près de 300 cavités. Cet ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et le XVe siècle a accueilli plusieurs tournages de films comme Les Rivières pourpres avec Jean Reno ou La 9e porte avec Johnny Depp. Remercions le travail d'un groupe de passionnés grâce à qui ces lieux sont ouverts au public. Philippe Pémal de VOTV nous en fait la visite guidée. Pour faire une belle visite des souterrains de Pontoise, il vous faut un groupe et surtout un guide. Aujourd'hui, c'est Florence Chapalin, guide à l'office de tourisme de la ville. Ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Ah. Et voilà. Il manquait un tour. Alors regardez, on va découvrir ensemble que le sous-sol de Pontoise, c'est un véritable gruyère. On a plus de 100 souterrains, rien que pour la partie historique, le cœur de la ville de Pontoise. Et donc du coup, en fouillant, eh bien, ces souterrains n'étaient pas tous en parfait état. Ils ont été comblés avec des déchets. Et donc lorsque des archéologues viennent travailler sur Pontoise, la première étape, ça va être de tamiser ces déchets. Parce que bien sûr, on va retrouver des éléments qui vont nous permettre de dater de manière assez précise. Donc on a retrouvé essentiellement des morceaux de céramique, ce qu'on appelle des tessons. Datés du XIVe et du XVe siècle, ces céramiques furent découvertes à la fin des années 80 lors de fouilles permettant la redécouverte de cet ensemble de caves et de carrières situées sous la place des Moineaux. Exploitées dès l'époque gallo-romaine à ciel ouvert, les carrières de calcaire évoluent vers une exploitation souterraine dès le début du Moyen-Âge. Eh bien, tout ce calcaire qui va donc être enlevé va être transporté en haut. Et ce calcaire va servir à construire la ville, va servir à construire les fortifications. Il y a un besoin de pierres assez important, la base des bâtiments, et puis pour les plus beaux blocs, entre guillemets, les monuments. Voilà. Après, le calcaire a été exploité sur toute la vallée de l'Oise, et celui de Pontoise n'est pas forcément de la meilleure qualité. Il s'effrite, il n'est pas forcément celui qui va servir à construire les beaux monuments. Mais en tout cas, on a un besoin massif de pierres au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, lorsque la population explose dans les villes médiévales. Et donc là, chaque propriétaire à Pontoise va exploiter le sous-sol pour pouvoir en tirer des profits, pouvoir utiliser les matériaux. Donc pour l'exploiter, en fait, le carrier va descendre, va creuser un puits, et ensuite, quand il va passer les différentes strates, les différentes couches de pierre, il va arriver là où ça l'intéresse, où le calcaire est de bonne qualité, et ensuite les lever pour les faire sortir et les utiliser pour la construction. Progressivement abandonnées au profit d'un retour à l'exploitation à ciel ouvert, les carrières permettent de nouvelles fonctions. Alors, dans un premier temps, c'est effectivement uniquement l'exploitation de la pierre. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on a des beaux espaces, on a des espaces disponibles, je dirais, à l'abri de la pluie. Donc on va s'en servir comme espace de stockage. Et donc sur une autre partie du Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge, on va commencer à utiliser ces lieux comme lieux de stockage, et notamment pendant les grandes foires, notamment la foire Saint-Martin. On va stocker les marchandises parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut de l'espace, et ces carrières vont avoir une deuxième vie, entre guillemets. Oubliées de nouveau avec le temps, beaucoup de ces caves et carrières trouvent un nouvel usage moins glorieux. En fait, ici, il y avait un mur qui bouchait l'entrée de l'escalier, et tout le reste était comblé avec les détritus. Voilà, c'était une décharge en fait en plein cœur de la ville, c'était pratique, il y avait un puits, on jetait ces déchets. Donc du 16e, 17e, 18e siècle, 19e, on va jusqu'au 20e, on va s'en servir comme déchetterie, voire même comme fosse d'aisance. Les eaux usées vont arriver directement ici. Retour à la surface pour la suite de la visite avec Florence, dans un lieu plutôt insolite.
J'ai bien conscience que nous rentrons dans un parking, je ne suis pas complètement folle, nous n'allons pas chercher nos voitures. Alors on va descendre d'un étage, pas complètement, on va descendre d'un étage, mais pour descendre il faut commencer par monter une première marche. Donc regardez bien où vous mettez les pieds. Il est vrai que lorsqu'on a cherché à construire ce parking, on a commencé par réaliser des sondages pour savoir de quelle nature était le sol. Et en réalisant ces sortes de grandes carottes, on est tombé sur des murs parfaitement bien appareillés. Donc bien sûr, ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Et on s'est souvenu que déjà avant la Révolution française, en 1785, on avait détruit l'ancienne porte fortifiée, l'une des 3 principales portes pour entrer dans la ville intramuros. Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi des Francs, Pontoise devient rapidement une ville frontière fortifiée protégeant les abords de Paris. De ce passé guerrier, il ne reste que peu de traces, les fortifications et le château étant démontés pour construire d'autres bâtiments. Mais de rares souterrains subsistent de cette époque. Cette variété de styles et de fonctions, étalée sur plusieurs siècles, font du sous-sol de Pontoise un lieu chargé d'histoire, pour le plus grand plaisir des visiteurs. C'est une des visites les plus demandées à Pontoise. On a différents parcours. Et par exemple, mes collègues m'ont dit que cet été, tous les week-ends, on propose à 14h30 le dimanche la visite des souterrains et c'était complet. Donc ça connaît un très vif succès, oui. Pendant des années, on nous a dit que les gens passaient devant Pontoise, ne prenaient jamais le temps de s'arrêter. Et du coup, l'été ou durant les vacances, c'est souvent l'occasion de montrer aux enfants, aux jeunes gens, que dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, il y a également un patrimoine beaucoup plus ancien. Et notamment, Pontoise en est un très très bon exemple. Et donc je pense que c'est cette recherche d'histoire, cette recherche du passé que les gens viennent chercher dans notre ville. À ce jour, on a répertorié 900 cavités sur seulement 20% du territoire de la ville, ce qui laisse une marge de possibles futures découvertes. Mais là, c'est une autre histoire. On reste dans le Val d'Oise avec cette première idée de sortie. Le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains propose 2 soirées cubaines exceptionnelles les 23 et 24 mars. Une exclusivité mondiale qui réunit notamment les stars du Buena Vista Social Club. Ce plateau d'exception fera revivre l'âge d'or de la musique cubaine dans la plus pure tradition. Nadir Ogba de VOTV vous en donne un avant-goût. Le son le plus cubain de Cuba s'exporte à Enghien-les-Bains. 12 légendes cubaines se sont réunies pour un concert exceptionnel. Parmi elles, Emilio Del Monte du Buena Vista Social Club, Félix Baloy, mais également Teresa Garcia Caturla, dite Tété, fille du fameux Alejandro Garcia Caturla. Depuis la création du Buena Vista Social Club et avec Café Vista Alegre, également initié par le Centre des Arts, le plateau Légende de Cuba est une initiative inédite, une formation originale créée uniquement pour l'occasion. Et Teresa, la touche féminine de la formation dont le père a fait plusieurs voyages en France, est particulièrement fière de se produire à Enghien-les-Bains. Amoureuse du pays, c'est également l'occasion de faire rayonner et de promouvoir la musique cubaine à travers la France. J'aime beaucoup Paris, je me sens très bien, les Français sont très accueillants, très sympas. C'est comme si les Français font partie de la famille, ils sont très polis. Mais on va voir le jour de spectacle, on va voir s'ils dansent bien. Et je crois que oui, qu'ils dansent bien. Depuis son ouverture, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains rend régulièrement hommage à la musique cubaine, en produisant des concerts réunissant des musiciens et des chanteurs, souvent trop peu connus du public français. Un rendez-vous d'exception, à ne rater sous aucun prétexte. Deuxième idée de sortie en Essonne, cette fois-ci dans la galerie des Charmilles à Longjumeau, où se tient l'exposition de 2 artistes plasticiens jusqu'au 31 mars. Les créations d'Agnès Beneteau sont des objets peints, incrustés de papier et de tissage, tandis que Luc Arignon travaille sur la superposition de calligraphie pour en faire des sérigraphies numériques.
Le directeur de la galerie Patrick Grendal est au micro de Keltoumbe Sadok de Téléson. On présente à nouveau deux artistes dans un style très différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il s'agit de Agnès Benneteau et de Luc Arignon. Alors ce sont deux artistes plasticiens. Alors plasticien, ça veut dire aussi art contemporain, moderne, ça veut dire travail de la matière. Et en ce qui concerne Agnès Benneteau, on va trouver des tissages, on va trouver des sortes de sculptures, beaucoup de matières incorporées. Vous pouvez regarder à la fois des papiers de soie, du médium. Tout ceci est peint et donne un effet moderne très saisissant. En ce qui concerne Luc Arignon, il est né à Madagascar et on va retrouver effectivement dans les coloris, dans ses expressions, dans son thème, si vous voulez, on va retrouver de sa jeunesse malgache. Sa technique est de reprendre une calligraphie, donc par exemple, vous avez un tableau qui va s'appeler Justice, si vous voulez, il va calligraphier, utiliser ce mot justice un millier de fois dans son tableau et finalement la superposition de ce mot, si vous voulez, à tous les endroits de son tableau, va représenter cette œuvre. Alors vous allez être choqué par les couleurs, et puis ensuite vous allez découvrir ce mot justice à l'intérieur et cette force de l'artiste qui crie ce besoin de justice. Alors c'est un exemple, mais vous allez aussi avoir des tableaux où vous allez partir de cette calligraphie fine, minutieuse, et avec le recul, vous allez découvrir un personnage. Agnès Benneteau, par contre, non, elle est tout à fait européenne et reste dans le... Bien qu'elle utilise des voyages, puisqu'elle voyage aussi beaucoup, bon, on va trouver une œuvre, par exemple, par rapport à la Namibie, mais bon, ce sont beaucoup plus ces sentiments personnels qui sont exprimés, l'amour des enfants, des choses comme ça que vous allez retrouver dans ces œuvres. Ce sont deux professeurs d'art plastique sur la région parisienne. Ils se sont rencontrés, ils ont sympathisé, ont décidé de créer un atelier ensemble qu'ils ont appelé l'atelier Magellan. Et finalement, l'un influence peut-être un petit peu l'autre, mais ils travaillent tous les deux avec les mêmes idées, disons. Et on va trouver même des œuvres de Luc Arignon qui vont incorporer des marionnettes, donc un effet troisième dimension, si vous voulez, dans ses œuvres. Évidemment inspiré un peu du travail d'Agnès Benneteau. Il travaille sur informatique, sur ordinateur, et c'est bluffant au niveau de l'exposition. Les visiteurs ont envie de toucher les œuvres, si vous voulez, tellement ils voient ce relief et ils pensent que ce sont des vraies peintures. Alors aussi beaucoup de calligraphie, beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets. Enfin, il faut savoir que un tableau représente une image numérique qui représente plus d'1 gigaoctet de poids informatique. Luc Arignon est plutôt, si vous voulez, l'artiste réactionnaire. Il a été très impressionné par les événements au Madagascar en 1947, et c'était des événements, il y a eu un massacre, si vous voulez, d'une partie de la population qui l'a beaucoup touché, et il y a ce cri, si vous voulez, de l'artiste, je vous disais, par rapport à la justice, mais par rapport à la condition humaine, par rapport à ces choses-là. Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.